Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et jusqu'à 20h30 avec nous, la tête de liste PS européenne, place publique. Bonsoir Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Ça commence bien. Votre concurrent François-Xavier Bellamy est allé faire le pion. C'est un nom compliqué. Mais non, pas du tout. Vous voulez savoir le mien en complet? Vous allez voir, vous allez rire. Bon, je reprends. Votre concurrent François-Xavier Bellamy est allé à Sciences Po faire le pion, le censeur, pour tenter de faire de l'ordre après ces diverses manifestations qui avaient d'ailleurs un ton plutôt monocorde et j'allais dire monothématique. Est-ce que vous allez limiter? C'est pas prévu au moment où on se parle. J'ai pas vu ce qu'il a dit et ce qu'il a fait à Sciences Po, mais il a débattu avec les professeurs, avec les étudiants pro-Gaza, grévistes. Ça s'est passé dans le calme. Ça s'est passé un petit peu chahuté. Il a essayé de tenir tête quand même. Vous voulez l'entendre? On a un petit extrait. On peut vous le faire entendre. Moi, je suis venu là pour être la voix de tous les étudiants qui ne veulent pas voir Sciences Po réduit à ces blocages permanents, réduit à cette instrumentalisation permanente, à cette officine de la France insoumise qui est devenue la rue Saint-Guillaume. C'est insupportable. Et donc nous, on dit quelque chose de très clair. Il faut que le gouvernement réagisse. Il faut que les étudiants qui bloquent les examens soient empêchés de passer les examens, qu'ils soient privés d'examens. Il faut que les étudiants étrangers qui contribuent à ces troubles soient reconduits dans leur pays. Parce que quand on a le privilège d'être accueilli en France pour étudier à Sciences Po, il n'y a aucune raison qu'on y soit pour troubler l'ordre public. Voilà, c'est des demandes toutes simples. Le gouvernement peut agir, il doit le faire aujourd'hui. Bon, on va pas expulser des étudiants parce qu'ils manifestent ou parce qu'ils participent à des blocages. Là, par contre, je suis en profond désaccord. Chacun a le droit de son opinion. Qu'est-ce que vous auriez dit? Moi, j'aurais entamé une discussion sur leurs revendications. J'aurais d'abord dit que je comprenais, moi, l'émotion extrêmement profonde face au carnage à Gaza et à Rafah. Et ensuite, on aurait entamé un débat. Mais j'ai déjà débattu avec des étudiants qui étaient mobilisés. Et à partir du moment où c'est une mobilisation pour la paix et pas pour la destruction de l'État d'Israël, cette mobilisation, elle est parfaitement légitime dans ce sens où, honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui à Rafah est cataclysmique. C'est-à-dire? Eh bien, l'absence totale d'égard pour les vies humaines palestiniennes, et c'est quelqu'un qui a pris la mesure de l'horreur du 7 octobre, qui n'a pas hésité la moindre seconde pour qualifier de terroriste le Hamas et d'horreur terroriste les attentats terroristes. Vous avez été insulté le 1er mai dernier à Saint-Étienne. Mais ce qui se passe à Rafah est horrible du point de vue humanitaire. Mais des deux côtés. Il faut un cessez-le-feu et la libération des otages. Des deux côtés, oui, mais quand on arrive... c'est ce que vous dites, il faut un cessez-le-feu et la libération des otages. Oui, mais il faut ce cessez-le-feu durable. Et le problème du gouvernement Netanyahou, c'est qu'il n'offre strictement aucune perspective aux Palestiniens depuis le début. Et quand vous prenez la colonisation en Cisjordanie qui n'arrête pas de continuer, il n'y a pas le Hamas. Il a dit que l'opération serait limitée à Rafah. Mais ça fait 7 mois et il n'y a aucune perspective qui est offerte. Vous vous rendez compte ? Vous avez l'aide humanitaire qui est bloquée. Vous avez une situation de famine. Vous avez 35 000 morts. À un moment, il faut que ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Il faut un cessez-le-feu permanent, durable. Et il faut la libération des otages. Sans l'éradication du Hamas, puisque Benjamin Netanyahou dit si je ne fais pas cette opération à Rafah, si je ne... Mais combien? Il y a 1 400 000 personnes qui sont coincées là. Qu'est-ce que vous faites de ces civils? Mais moi, je suis pas Benjamin Netanyahou. Non, mais ce que je veux dire, c'est il faut prendre conscience. Et quelle est la justification pour un tel nombre de morts? Il y a vraiment là besoin de paix maintenant. Et le gouvernement israélien est en train de faire un tort immense à la population civile palestinienne, évidemment, mais aussi au futur d'Israël. Donc à un moment, là, il faut la paix. Mais il faut que le carnage s'arrête. Il faut que des pressions soient exercées. Quand les Américains, les Européens demandent au gouvernement israélien de mettre en place ce cessez-le-feu, il faut que ce soit assorti de menaces de pression plus sérieuses. Plus sérieuses et la libération des otages, en parallèle. Oui, avec une pression aussi sur les sponsors.
mais c'est ce que je dis depuis le début. Mais ça va mieux en le disant, Raphaël Glucksmann. Vous l'avez dit, mais ça va mieux en le répétant. Vous avez entendu Sophia Aram. Je venais de vous le dire. Au Molière. Je venais de vous le dire. Donc, je le répète, si vous voulez, cessez-le-feu, permanent durable et libération des otages, avec une pression accrue sur le gouvernement israélien de la part de ses alliés occidentaux et une pression sur les sponsors du Hamas pour obtenir la libération des otages, c'est-à-dire notamment sur le Qatar. On va se retrouver dans un instant, Raphaël Glucksmann, après le journal permanent qui arrive tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. À 20h16 sur Europe 1, le Paris Saint-Germain peut-il renverser la tendance ? Le club de la capitale affronte le Borussia Dortmund au Parc des Princes en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 21h au match aller. Rappelons que les Parisiens s'étaient inclinés 1-0. L'opération militaire israélienne à Rafah est limitée dans son ampleur et sa durée. C'est ce qu'indique Israël aux États-Unis, alors que des chars ont été déployés dans cette ville du sud de la bande de Gaza. La fin de la visite d'État de Xi Jinping en France. Le président chinois et son épouse ont décollé de Tarbes en début de soirée, direction la Serbie et la Hongrie pour la suite de leur tournée diplomatique en Europe. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Puisque je viens d'en parler, Raphaël Glucksmann, vous avez été scandalisé par la visite de Xi Jinping en France, à tel point que vous avez adressé une lettre au président Macron où vous lui demandez d'arrêter d'être obséquieux, d'arrêter de courber les chines. Comment est-ce que vous voulez faire n'importe quel président en 2024 avec ces enjeux économiques qu'on a avec la Chine? N'aurait pas courbé les chines ou été obséquieux, mais il marche sur des œufs. Non, j'ai pas été horrifié par la visite de Xi Jinping. Je lis votre lettre. Oui, j'ai dit on peut parler à la Chine, mais par contre, on ne donne pas une tonalité amicale à la relation avec Xi Jinping. Xi Jinping n'est pas notre ami. Xi Jinping est le principal soutien de la guerre russe au moment où on se parle contre l'Ukraine. Xi Jinping est l'homme de l'amitié sans limite, je le cite, avec Vladimir Poutine. Xi Jinping est l'homme qui déporte les Ouïghours. Xi Jinping est l'homme qui réprime les Taïwanais, qui réprime les Hongkongais, qui réprime les Tibétains. Mais au-delà de ça, Xi Jinping est l'homme qui détruit nos capacités productives au moment où on se parle. Il y a en Chine une stratégie qui est celle de l'éradication de notre production. On est dans une situation... Qui vous dit ça, Raphaël Glucksmann ? Qui veut éradiquer notre production ? Il y a des usines françaises en Chine. Excusez-moi, moi j'ai vu les dirigeants de Systovi, une entreprise qui produit des panneaux photovoltaïques à Carquefou, près de Nantes, qui produisait, je le dis au passé parce qu'elle a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que les panneaux photovoltaïques. Oui, mais pourquoi ? Parce que les productions chinoises ont divisé leur prix par 4 sur une décision politique. Sur une décision politique qui visait à éradiquer la production de photovoltaïques en Europe. Mais c'est la même chose sur le marché automobile. Le salon de Pékin a eu lieu il y a 10 jours. C'est la même chose qui nous arrivera. Qui coûtent un quart du prix. Non, sauf que là, c'est des ventes à perte. Non, c'est des ventes à perte sur les panneaux photovoltaïques. Pour casser les prix français. Pour casser les prix et casser donc notre production. C'était Systovi, une entreprise florissante jusqu'à il y a 5 mois. C'est une décision politique d'éradiquer la production de photovoltaïques en Europe en basant la production chinoise sur l'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium, sur des subventions massives et sur des stratégies de vente à perte. L'Élysée fait savoir que la question des droits humains a été abordée par le président de la République. Qu'est-ce que vous répondez à l'Élysée ? Mais que la question des droits humains est abordée, heureusement. On n'a pas d'autres détails. Mais qu'elle doit l'être publiquement, quand on parle de la déportation d'un peuple, notamment, parquet des Ouïghours dans les camps de concentration. Mais laissez-moi poursuivre sur la question de la production. Si on ne réagit pas de manière extrêmement ferme face à la stratégie chinoise, eh bien, la même chose qui est arrivée aux panneaux photovoltaïques européens arrivera aux éoliens, arrivera aux batteries, arrivera aux voitures électriques. Et le résultat, c'est qu'on sera un continent de purs consommateurs, totalement dépendant du régime communiste chinois. Il faut un protectionnisme écologique européen. C'est ce que je prône. Il faut réserver les commandes publiques européennes aux productions européennes et il faut surtaxer les produits chinois quand la concurrence est déloyale. Vous savez, quand il y a un dumping au Canada, vous savez combien ils surtaxent les produits chinois à l'entrée ? 235%. En Europe, c'est 15%. Ça n'a rien de dissuasif. Et moi, ce que je vous dis, c'est que à force d'être faible, on se fait traiter comme des serpillères. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que sur le panneau photovoltaïque, il y a eu cette division des prix par 4 ? Parce que les Américains ont fermé leurs frontières aux panneaux solaires chinois. Sur décision
politique de Biden. Et nous, eh bien, on est incapable de prendre les mêmes décisions politiques. Et le résultat, c'est qu'on laisse notre production se faire éradiquer et que les dirigeants d'une boîte comme Systovi, qui était florissante, eh bien, me disent, quand je les rencontre, qu'ils ont été abandonnés par la puissance publique, abandonnés par le politique. Est-ce qu'on veut un destin de pur consommateur? C'est une vraie question que tous les Européens doivent se poser. C'est d'ailleurs une des questions de ces élections. Ça, c'est la question des panneaux photovoltaïques. Sur les spiritueux, par exemple, il y a eu des avancées visiblement avec le président chinois Emmanuel Macron. Pékin pourrait renoncer à imposer des droits de douane sur des alcools comme le cognac. On avance à petits pas, Raphaël Glucksmann. C'est le principe de la diplomatie. Tout le monde vous parle cette visite, c'est 60 ans de diplomatie franco-chinoise. Je comprends votre propos. Je n'ai aucun problème. Et je ne suis pas en train de défendre le président chinois, vous m'aurez compris. Mais vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais vous savez que c'est pas le cas. Vous avez tout à fait le droit, et même c'est bien de le faire, d'engager des négociations avec la direction du Parti communiste chinois et de l'État chinois. Mais vous ne donnez pas à cette relation un caractère amical, car nous ne sommes pas amis avec des régimes qui bafouent nos principes et nos intérêts. Vous savez, Emmanuel Macron a fait la même chose avec Vladimir Poutine. Il l'a invité au fort de Brégançon, il a été au musée de l'Ermitage, et c'était à tuer. Il était peut-être trop optimiste. Et ça a donné quoi? Ça a rapporté quoi à la France? Rien. Ça veut dire qu'il n'a pas été assez clairvoyant? Mais c'est qu'en fait, on ne traite pas des dictateurs en amis. C'est pas idéaliste, c'est pas utopiste, c'est pas droit de l'homiste, c'est réaliste. Vous savez, j'étais dans mon bureau de député européen, recevant un diplomate européen en poste en Chine. Et il m'a dit cette chose. Il m'a dit, vous savez quoi? En fait, je me tue à expliquer à nos dirigeants la nature de ce régime. Et la vérité, c'est qu'ils ne comprennent pas à quel point ces dirigeants nous haïssent. Donc on a des gens face à nous qui volontairement cherchent à affaiblir notre démocratie. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Et je peux vous dire que la Chine, dans les pas de la Russie, entreprend des véritables campagnes de déstabilisation de notre débat public, envoie ses hackers de APT31 liés au service chinois contre nos industries sur stratégiques. La surveillance également. Et il y avait, pas loin d'ici, un commissariat secret de la police chinoise. Et nous, on laisse faire ça. Mais quelle nation qui se respecte laisse faire ce genre de choses? Raphaël Glucksmann, je voudrais qu'on parle de votre projet, de votre campagne pour... il y a notamment dedans le protectionnisme écologique. Mais les Européennes, on l'a abordé. Avant cela, ce matin, Valérie Ayé est apparue à la télévision, fébrile, traumatisée presque par ce tweet de Manon Aubry, disant qu'elle est payée par des lobbies européens. Il se trouve que vous êtes vous aussi visé. Vous toucheriez, selon Madame Aubry, entre 12 000 et 60 000 euros par an. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que ce sont des méthodes, je sais pas, trumpistes. Moi, ce que je touche en supplément de mon salaire de député européen, c'est les droits d'auteur des livres que j'ai écrits. Une maison d'édition indépendante. Donc, si on considère que les lecteurs sont des lobbyistes, je suis au service du lobby des lecteurs de la maison d'édition indépendante Alary. Vous répondez par le sourire, mais est-ce que c'est pas grave de mettre ça sur ces accusations? Et c'est grave aussi toute cette brutalisation du débat public. Oui, après moi je vais pas passer ma vie à commenter les initiatives. Mais est-ce que vous allez porter plainte? Non, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que je fais campagne. Je vais pas prendre le temps là de porter plainte. Moi, je veux dire, je reçois des tombereaux d'insultes, d'injures. Je ne porte pas plainte et j'avance et je continue ma campagne pour présenter aux Françaises et aux Français un projet sur l'Europe. Donc si vous perdez votre temps à répondre aux attaques des autres en permanence, eh bien vous ne faites pas campagne. Et moi, je veux parler de projets industriels, je veux parler d'écologie, je veux parler de la manière de rendre l'Europe plus puissante. Vous défendez la démocratie dans votre projet, je l'ai lu attentivement, vous dites avoir des propositions enthousiastes, vous voulez une transition énergétique avant qu'il soit trop tard, vous voulez la financer, je vous cite, là où se trouve l'argent, et donc en taxant les super profits. Mais ça, ce sont des vieilles méthodes, j'allais dire mitterrandiennes, de taxer les super profits. Je vais vous rassurer tout de suite, ce sont des vieilles méthodes de toutes les démocraties à travers l'histoire qui sont confrontées à des situations de crise. Quand vous avez des profits faits par des multinationales qui sont absolument pas liés à une hausse de productivité ou à une innovation particulière, mais qui sont simplement liés à une situation géopolitique qui s'appelle la guerre, eh bien, ces profits
ces super C'est très profits spécifique alors, pour le coup. La multinationale est vraiment, là, pour le coup, on est dans un cas très spécifique. Surtaxés. Oui, mais quand vous avez Total qui voit ses dividendes, ses marges exploser et qui verse des dividendes records simplement parce que la Russie envahit l'Ukraine et qu'il y a une hausse des prix de l'énergie, j'espère bien que les démocraties sont capables de surtaxer ces profits de guerre. Donc en fait, ça a toujours eu lieu. Donc c'est les super profits de Total, c'est pas les super profits de toutes les entreprises qui ont des super profits. C'est des profits qui sont liés à des situations extraordinaires. Je suis pas en train d'expliquer mais on propose autre chose qui va vous faire bondir, je vous rassure, et vous allez encore vous dire que c'est vieux jeu, et moi je vais vous expliquer que c'est la base de la solidarité dans la démocratie. Donc je vous écoute. Eh bien, c'est la taxation des plus hauts patrimoines en Europe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que, en rapport à leur fortune, les plus hauts patrimoines sur le continent européen payaient finalement, en proportion, moins d'impôts que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Eh bien, cela est inacceptable, et donc nous proposons un impôt sur les plus hauts patrimoines, alors pas les pêcheurs de l'île de Ré, je vous rassure, mais les multimillionnaires et les milliardaires à l'échelle du continent européen. Un haut patrimoine pour vous, c'est où ? C'est à partir de quand ? À partir de quel seuil ? C'est les 0,1%, c'est-à-dire des gens qui sont au-delà de plusieurs millions, mais plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc en fait, ce sont des gens qui ont des armées de personnel pour éviter les taxations les plus massives et qui aujourd'hui doivent contribuer à la solidarité dans une période de crise et financer cette transition écologique et ces investissements dans l'industrie de la transition qui sont vitaux pour nos sociétés et pour nos pays. Et moi, ce que je veux porter, c'est une révolution énergétique qui soit perçue non pas comme une contrainte, mais comme une émancipation. Vous savez, nos sociétés se vivent en déclin depuis le premier choc pétrolier. Quand elles ont découvert, les sociétés européennes, que nous étions devenus dépendants de régimes sur lesquels nous n'avions aucune prise jusqu'au cœur de notre vie quotidienne. Eh bien, la révolution énergétique, la fin de l'addiction aux fossiles, ce sera une libération, ce sera un accroissement de puissance. Et c'est ça que je veux expliquer et réexpliquer, c'est que finalement, cette transformation écologique qu'on perçoit souvent comme étant quelque chose de punitif, en fait, c'est un accroissement de puissance, c'est pas une limitation de notre puissance. Et cela, ça suppose des investissements massifs. La Commission européenne dit qu'on est en manque d'investissements publics et privés de 400 milliards par an si on veut ne pas être décroché par les États-Unis qui investissent massivement et la Chine qui investit massivement elle aussi. Vous voulez mettre 1000 milliards d'euros, j'ai lu, pour renverser la table, pour tout bouger. C'est louable, c'est ambitieux, 1000 milliards. C'est la dette engrangée par Emmanuel Macron tout seul ces dernières années. Nous sommes à une dette de 3300 milliards. Vous voyez, j'ai du mal à le prononcer. Comment est-ce que vous voulez-vous résorber la dette alors qu'on est en train de payer les intérêts de la dette? Je précise que c'est pas 1000 milliards en France. Oui. C'est à l'échelle du continent européen. Et dedans, il y a 3 axes. Les investissements qu'on doit fournir dans la défense, c'est essentiel. On a aujourd'hui une Europe qui peut se retrouver seule en cas d'élection de Donald Trump et qui est incapable aujourd'hui de se défendre seule. Donc on doit investir massivement et rapidement dans la défense. Et l'OTAN quand même. Oui, mais si les États-Unis d'Amérique décident de nous lâcher... de manière unilatérale ? Bien sûr. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Il l'a annoncé. Il l'a dit, enfin, il y a des contingents, il y a des règlements pour ça. Il peut pas décider tout seul de sortir la France de l'OTAN. Mais pas la France de l'OTAN. Mais vous me parlez de qui? Je vous parle de Donald Trump. Oui. Si Donald Trump décide qu'il cesse le soutien à l'Europe, on se retrouve seul face à la guerre. À l'Europe, d'accord. Oui, seul face à la guerre, seul face à Vladimir Poutine et dans la nécessité absolue de nous réarmer. D'accord? On a des industries de l'armement dans lesquelles il faut investir massivement. Ensuite, il y a le secteur des industries de la transition écologique et le secteur du numérique. Ces 3 secteurs-là nécessitent des investissements massifs. Mais les 1000 milliards, c'est pas que de l'investissement public, donc c'est pas que de la dette publique qu'on va créer. C'est des investissements publics et des investissements privés. C'est les manques estimés par la Commission européenne elle-même d'investissement en Europe dans ces secteurs. On a par ailleurs un capitalisme en Europe qui est extrêmement frileux. On a un continent d'épargnants et on a un sous-investissement privé dans les secteurs d'avenir. Donc ce qu'il faut, c'est investissement public et investissement privé. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann. Il y a encore beaucoup de questions à vous poser, mais vous reviendrez sur Europe 1, je l'espère, pour parler de votre campagne pour les européennes. Il est 20h30, c'est le journal permanent. Maël Hassani.